On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de rentrée scolaire et surtout de l'implication des parents, conseil d'établissement, l'OPP, comité de parents, bref, la démocratie scolaire. Mais d'abord, parlons de campagne électorale avec l'un des candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu et j'ai nommé Claude Bachand. On est en pleine campagne électorale ou pré-campagne électorale, parce qu'officiellement, ça va débuter dans quelques semaines, mais l'élection, elle est déjà au calendrier pour le 5 novembre, un peu partout au Québec et ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On reçoit l'un des candidats à la mairie, Claude Bachand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Un été occupé? Ah, ben oui, c'est toujours occupé, mais en politique, encore plus. Oui, vous avez raison. Bon. Deux questions très, très rapides, parce qu'on s'en était parlé au printemps dernier. Donc, le parti avec Bachand, il est bel et bien enregistré au bureau du DGEQ? Oui. Bien, bel et bien enregistré. Bon. Et est-ce que Claude Bachand lui-même est officiellement enregistré comme étant un candidat à la mairie pour la prochaine élection? Bien, L'individu. Je l'annonce parce qu'on ne peut pas présenter de candidature avant le 22 septembre. OK. Alors, mais c'est bien mon intention de présenter ma candidature. Donc, vous n'avez pas d'embûche avec le DGEQ, là, tout ça est réglé? Non. Comme il a dit... Lui, autant vous que le parti. Tout le compteur est remis à zéro. C'est l'expression qu'ils ont employée. Bon. On a vu dans les dernières semaines, et même au printemps, mais même durant l'été, et même durant même les débuts du Festival de Montgolfière, vous avez, disons, un certain focus là, sur l'événement. Quelle est l'appréciation que vous tirez de cette 34e édition? Bien, c'est difficile de porter un jugement immédiatement tant qu'on n'a pas vu les états financiers. Alors, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont à ajuster là-dedans. Bon, on remet tout en question, nous, on vous le dit, là, mais pas la fin du festival, mais l'emplacement, de la façon qu'on compte les spectateurs. Je ne sais pas si les gens savent ça, mais quand on achète un passeport, ils comptent ça comme automatiquement 9 entrées au festival, alors que les gens vont peut-être y aller 4-5 fois. Alors donc, il y a des choses questionnables, puis on ne veut pas trop s'en prendre au festival parce qu'on l'aime. Moi aussi, j'aime le festival, j'aimerais ça le sauver. Mais il y a beaucoup de gens qu'on vienne ça va prendre des changements, puis peut-être des changements majeurs. Alors, les organisateurs, quand ils ont fait leur pré-bilan, nous parlaient d'environ 300 000 visiteurs. Oui. Et probablement que les nouvelles seraient bonnes du côté financier, là, que probablement que l'édition ferait ses frais. C'est la déclaration que les organisateurs ont faite. Est-ce que ça vous sécurise? Est-ce que ça vous rassure de savoir que l'édition de cette année va probablement rencontrer ces frais? Bien, ça me rassure, mais comme je vous dis, tant qu'on ne voit pas les états financiers, c'est difficile de porter jugement. On l'espère, mais disons qu'on ne pouvait plus non plus continuer avec des déficits qui s'accumulent. C'est les contribuables qui payaient pour. Alors, donc, tant mieux si le festival fait ses frais cette année, puis on va en être très, très heureux. Bon, évidemment, on est dans une joute politique. Certains, probablement vos adversaires, vous ont un peu reproché de vous être pris au festival, surtout dans les jours précédents l'événement, en disant, bien, écoutez, on en parlera après, là, mais est-ce que vous jugez que le moment était opportun de faire ce questionnement-là ou ces remises en question, disons, à quelques jours de l'événement? Bien, écoutez, c'était presque une mise en garde, dans le fond. On disait aux administrateurs de cet événement-là, écoutez, là, on ne peut plus tolérer des déficits qui s'accumulent. C'est les contribuables qui payent. Alors, prenez-vous en main. Sinon, une nouvelle administration municipale va le faire. Puis on va assumer plus de responsabilités pour essayer de replacer ça. Il faut quand même essayer de le sauver. Alors donc, c'est une mise en garde qu'on a adressée. Puis c'était pas pour s'en prendre. D'ailleurs, je l'ai dit dans mes entrevues, comme dans mes écrits, qu'on avait de l'appréciation pour le festival. Puis on ne peut pas se permettre de le saccager. Alors, ça va être bien réfléchi, ce qu'on va faire, mais on attend, comme je vous disais, les états financiers pour se prononcer plus profondément. Et pour vous, l'avenir de cet événement-là, il ressemble à quoi? Parce que même dans son éditorial, Gilles Lévesque du Canada français dit, écoutez, certains ont déjà évoqué l'idée de dire, bien, on va utiliser le Vieux-Saint-Jean, les commerçants, le parc Géry-Boulet, prendre moins de ballons, mais faire ça au campus, peut-être, au collège. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, est-ce qu'il faut réduire le festival, le changer de place, réduire le nombre de journées? Bien, disons que l'expression que j'emploie, c'est que tout va être sur la table pour moi. C'est et l'emplacement, et les artistes, et la façon de gérer. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits du fait qu'il y a beaucoup d'organisateurs actuellement qui ne sont même pas de Saint-Jean. Ouais. Alors, donc, c'est toutes des choses qu'on se doit de regarder. Puis, il va falloir attendre, comme je dis, là, les états financiers, puis voir de quelle façon ils voient, eux aussi, l'avenir immédiat.
il y a eu aussi, durant cette période-là du festival, vous aviez envoyé un post sur Facebook concernant un bâtiment qui a passé au feu 2 jours après. Ouais, même la journée même ou le Même, lendemain. en tout cas, la vie est ainsi Bien, faite. écoutez, mais, c'est arrivé que quand je me suis allé dîner avec mes amis à Brasserie de l'Ouest, personne ne voulait me donner son adresse. Comprenez-vous? Oui, Il avait peur que je parle d'eux autres publiquement puis que ça passe au feu. que ça pendant passe la au nuit. feu le lendemain. là. Et qu'est-ce que vous retenez de... Parce que, bon, vous avez fait un post sur Facebook pour dire, écoutez, je me questionne concernant ce bâtiment-là, Bien sûr. qui est un joyau du patrimoine ici. Bon, là, est-ce que c'est l'urbanisme ou les travaux publics ou peu importe, mais bref, il faut faire quelque chose avec ça. Bien, c'est ça. Puis là, vous avez demandé des renseignements à la Ville. Puis là, ben oui, le bâtiment est passé au feu. J'ai fait comme, une requête à la Vous ville. avez fait une oui. requête. C'est ça. Et là, finalement, le bâtiment est passé au feu. Ben oui, je ne suis pas sûr si c'est la journée même ou le lendemain, mais c'est presque immédiatement après mon intervention au conseil municipal. Alors, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui lisent aussi mon Facebook. Alors, je ne sais pas. Là, moi, je ne suis pas policier, puis je ne ferai pas une enquête. C'est aux policiers à faire ça. Alors, on va attendre les résultats de l'enquête, puis on agira Parce en que, évidemment, conséquence. les pompiers ont déclaré assez rapidement que c'était Oui. d'origine criminelle. Donc, Oui. on verra la suite de l'enquête. Mais là, ultimement, on fait quoi maintenant avec ce bâtiment-là? Est-ce qu'on peut encore le sauver? Est-ce que vous souhaitez qu'on le sauve? Qu'est-ce que vous voyez pour Regardez, ça? moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste en architecture et en bâtiment, en ingénierie de bâtiment. Alors, si on peut le sauver, moi, je suis d'accord de le sauver. D'ailleurs, je veux dire merci aussi à M. Coulombe qui veut sauver aussi la maison Boutier. Oui. Puis M. Coulombe Sur Jacques est Cartier. un mécène extraordinaire. Il a fait beaucoup de choses. Je me rappelle la petite maison devant mon bureau à l'époque au Canada français. Ouais. Elle était toute à l'envers, puis il a tout replacé ça comme il faut. C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, puis il faut le féliciter. Puis je pense qu'il doit avoir aussi le cœur pour ce bâtiment-là, mais comme je vous dis, étant pas un expert en ingénierie ou en bâtiment, bien, à ce moment-là, il faut attendre voir ce que les experts en pensent. Bon. On parle du festival, on parle du Vieux-Saint-Jean. Pour vous, quels seront les autres enjeux de cette campagne électorale? Parce que là, vous avez eu quand même pas mal de monde durant l'été. Oui. Là, on est pas mal les 2 pieds dedans dans cette campagne électorale là, qui va s'activer. Vous avez commencé aussi à présenter une première candidate pour votre équipe. Il va dans en le avoir district d'autres cette numéro semaine, 5, là. Saint-Edmond-Saint-Lucien. Donc, pour vous, ça va être quoi les principaux enjeux de cette campagne électorale? Bien, disons, je peux faire référence immédiatement à notre plateforme électorale qui est en ligne actuellement. On a un nouveau site qui est sorti aujourd'hui, qui va évoluer, qui est vivant, un site vivant qui va continuer d'évoluer pendant la campagne. Alors, on invite les gens à aller le voir. Mais dans la plateforme électorale, on met une bonne emphase sur l'aide aux parents, à la classe moyenne, puis aux gens qui vont se payer, par exemple, une première maison. On veut aussi une baisse de taxes. On veut une baisse de taxes la première année de 1 %. Puis on veut peut-être un gel après, parce que je pense que les petites familles, justement, en ont un peu ras-le-bol des taxes. Ça n'a pas augmenté beaucoup. Je conviens avec eux autres là, qui ont suivi l'indexation ou à peu près, là. Mais on en est rendu maintenant à faire une gestion beaucoup plus serrée, ce qui nous permettrait de donner une relâche à ces jeunes familles-là. Alors, ça va être un pilier de notre... Ça, c'est sans compter tout l'aspect international aussi. J'écoutais vos invités d'avant. Ça me faisait penser au triangle d'excellence, forcément, que j'avais parti à l'époque, puis qu'on veut, nous autres aussi, pousser dans l'axe Boston-New York. On va rétablir les liens, puis on va aller plus loin. Il y a toute la question de l'aéroport qui va être importante pour nous. Peut-être pas pour tout le monde, mais les gens même se demandent des fois s'il y a un aéroport ici, tellement il a été délaissé, là. Alors, vous savez que j'avais emmené l'école de vol à voile qui permet beaucoup plus de mouvements d'aéronefs, ce qui permet de maintenir la tour. Et vous êtes dans quel camp par rapport à l'avenir de l'aéroport? Le maintien ou le démantèlement de l'aéroport? Ou si on le maintient, est-ce qu'on garde 3 pistes, 2 pistes, une piste? Vous vous situez où là-dedans? Moi, ça a été clair, net et précis, qu'on la garde intégralement comme ça, puis on la développe. Alors, je vous annonce aussi qu'on travaille actuellement sur un vol inaugural avec la compagnie Kronos. On veut aller à Toronto parce qu'on veut éviter les complications des États-Unis parce que c'est toujours plus complexe avec les douanes et tout ça, là. Mais on est en train de regarder, on négocie avec Kronos pour un premier vol inaugural qui aurait lieu tout de suite après la campagne électorale pour démontrer aux gens qu'on est capable de le faire ici, là. Il y a bien des gens qui pensent qu'on ne sait pas possible, mais je pense aussi qu'avec ce qui se passe à Montréal, qui est un capharnaüm épouvantable, les gens seraient très heureux de prendre l'avion ici à Saint-Jean pour aller vers des destinations soleil, peut-être. C'est possible de le faire, ça.
Il y a des compagnies qui ont des avions, c'est pas des gros porteurs à cause de la Évidemment. longueur de notre piste, mais on pourrait avoir des porteurs quand même respectables qui se dirigent vers les destinations soleil. Bon, vous avez dit tantôt que, bon, il y a une première candidate d'annoncer justement dans le district où il y a l'aéroport, district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien. Donc, vous dites qu'il y aura d'autres candidatures d'annoncer prochainement? Oui, oui, oui. D'ailleurs, on a une session de photos demain, là, et puis on a une réunion avec eux. Oui, on a notre ami, mon ami Jean-François Guy. Oui. Puis il y a peut-être Alexandre Fluet aussi qui veut s'en prendre à M. Bessette dans son district. Puis on en a quelques autres qui sont sur le bord de faire le pas, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis que notre site est vivant. Vous avez déjà les photos. Donc, Jean-François Guay se représenterait dans le 12, donc Oui, Saint-Luc et le Sainte-Thérèse. Là? Exactement, exactement. Et puis Alexandre va se présenter, lui, dans le district de, je pense, c'est numéro 3 pour monsieur Bessette, là. Puis on a d'autres candidats, là, les candidatures... Est-ce que vous souhaitez présenter une équipe complète? Je le souhaite. Dans le fond, mais c'est pas... Mais pour vous, c'est pas une obligation. Oui, j'ai déjà dit ça. C'est pas une obligation. Par contre, j'ai pas l'esprit de la partisanerie féroce comme plusieurs partis. On veut connecter avec les indépendants actuellement. Bien, c'est ça. Donc, est-ce que vous protégez encore les districts de Mélanie Dufresne dans le centre-ville, Jean Fontaine dans Saint-Eugène et Marco Savard à Saint-Luc? Exactement, exactement. Donc ça, il n'y aura pas de candidat d'avec Bachand dans ces trois-là? Là. Non, non, non. On va travailler avec eux. On va probablement leur donner notre appui. Puis on leur fait confiance pour le porte-à-porte. Là, quand ils vont leur poser la question, qui vous voyez à la mairie, bien, on espère. Puis moi, j'ai confiance en eux qui vont dire, bien, c'est M. Bachand qui semble être la solution la plus réaliste. Ouais. Parce qu'on n'aime pas tel individu ou tel parti pour telle affaire, puis on n'aime pas le parti actuel parce qu'on trouve qu'ils n'ont pas fait suffisamment. Alors, je suis peut-être le candidat du milieu, dans le fond. Bon, vous avez fait référence au district Iberville-Saint-Athanas, la portion sud, là, actuellement représentée par Justin Bessette, qui s'est vu imposer une suspension là, pour une plainte des policiers et des pompiers à la commission municipale jusqu'au terme du présent mandat. Quelle est votre réaction quand vous voyez qu'un élu se fait suspendre pour son comportement là, à l'égard d'employés municipaux? Bien, ce que j'ai lu, c'était quand même assez grave, ce qu'il a fait. Par contre, moi, je ne suis pas partisan au point de demander des démissions ou des choses comme ça. Je pense que c'est pousser souvent la partisanerie, puis j'hésite à frapper sur quelqu'un qui est déjà affecté par quelque chose. Là. Fait que je m'en prendrai pas à lui personnellement. Moi, je trouve que justice était rendue. Puis il ne faut jamais oublier qu'on est dans un état de droit. Alors, il a fait des fautes et il a été sanctionné. Alors donc, moi, je n'en dis pas plus. Là. Je veux dire, je pense que le jugement était juste et équitable. Puis s'il veut aller plus loin, je ne sais même pas s'il y a des instances d'appel. Non, il n'y a pas d'appel? Non, pas d'appel. Alors donc, c'est la dernière sentence qui va s'appliquer. Puis je pense qu'elle est juste et équitable. Claude Bachand, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir de se revoir dans la campagne. Au revoir. Et c'est avec nous au retour, on vous parle de rentrée scolaire. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
C'est la tradition à ce moment-ci de l'année, c'est la rentrée scolaire et c'est le moment de l'année aussi où on sollicite l'implication des parents de différentes façons dans les écoles, via les conseils d'établissement, il y a aussi les fameux OPP. On pourra parler également de démocratie scolaire avec le conseil des commissaires. Bref, l'implication des parents, elle est importante et c'est le moment de l'année où il y a aussi l'Assemblée générale des parents dans les écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Avec nous pour en parler, il est directeur général adjoint et secrétaire général à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Mario Champagne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est la rentrée en même temps pour vous, les gestionnaires de cette importante commission scolaire. Mais toute cette organisation-là, qu'est-ce que ça impose par rapport aux écoles, aux parents, aux différents comités où on sollicite leur implication? En quoi c'est important que les parents s'impliquent dans les écoles de leurs enfants? C'est excessivement important parce qu'effectivement, les parents, en tant que parents, je pense que ce sont les premiers responsables de l'éducation de leur enfant et dans les différentes instances à la commission scolaire, dans les écoles, on peut justement, comme parents, amener une certaine couleur particulière à la vie de l'école, que ce soit au niveau, et comme vous dites, au niveau du conseil d'établissement, au niveau de l'OPP, et si quelqu'un a la disponibilité, pour aller jusqu'au comité de parents de la commission scolaire. Bon. Qu'est-ce que ça implique pour le parent? Parce que là, bon, dans certains cas, les gens qui nous regardent ont soit déjà eu l'Assemblée générale, dans d'autres cas, je pense que vous avez jusqu'au 30 septembre pour tenir les assemblées de parents. Mais comment ça fonctionne? Parce que, en tout cas, moi, du temps où j'y allais quand mes enfants étaient plus petits, bon, c'était la rentrée, puis là, le soir même, on disait « Ah, OK, on va faire l'Assemblée ». Des fois, on disait que rendu à cette étape-là, il y avait comme moins de monde un peu. Des fois, on était 50, voire 10, voire 30 personnes qui, de peine et de misère, formaient le conseil d'établissement. Parce que souvent, pour X raisons, les gens sont occupés. Puis là, bien, il est rendu tard, puis on s'en va à la maison. Donc, comment on fait pour retenir les parents, pour dire, écoutez, restez une heure de plus, on va vous expliquer pourquoi c'est important? Bien, justement, les directions d'école usent de certaines astuces pour essayer aussi de favoriser la participation des parents aux assemblées générales de parents, parce qu'effectivement, c'est souvent aussi cette soirée-là où les parents rencontrent l'enseignant de leur enfant, donc souvent, ils veulent avoir davantage d'informations à cet égard-là. Mais souvent, on va placer l'Assemblée générale de parents entre certaines de l'information à l'école, la visite qui est aux enseignants, parce qu'effectivement, c'est important de constituer un conseil d'établissement dans chacune de nos écoles, et c'est l'Assemblée générale de parents qui a le pouvoir de former et de faire l'élection des parents qui siégeront au conseil d'établissement. Bon. Quels sont les réels pouvoirs des parents qui siègent sur le conseil d'établissement? Sur le conseil, c'est des pouvoirs qui sont circonscrits dans la loi sur l'instruction publique. C'est des pouvoirs... Il faut distinguer aussi des pouvoirs de conseil d'établissement parce qu'il arrive à l'occasion que des gens ont déjà siégé, exemple, sur des conseils d'administration, qui sont quand même des pouvoirs totalement différents. Le conseil d'établissement, il a des pouvoirs bien circonscrits dans la loi. Parfois, il a des pouvoirs d'adoption, parfois, il a des pouvoirs d'approbation, parfois, il est consulté, d'autres fois, il est informé. Donc, ces pouvoirs diffèrent sur différents sujets. Il a des pouvoirs au niveau des services éducatifs, au niveau des services extrascolaires, ressources matérielles, ressources financières. Donc, c'est effectivement des pouvoirs qui sont variés, mais bien circonscrits. Quand le conseil d'établissement a des pouvoirs plus importants, c'est que, quand on regarde, c'est que la loi est venue comme reconnaître davantage aussi l'expertise des parents dans certains domaines. Qu'on parle de projet éducatif de l'école ou de budget de l'école, là, on va dire que le conseil d'établissement a un pouvoir d'adoption, c'est-à-dire qu'il peut effectivement apporter certaines modifications au projet déposé. Et plus que le sujet exige une expertise pédagogique, à ce moment-là, le pouvoir du conseil d'établissement, effectivement, il est davantage d'approuver une proposition qui viendra de la direction d'école où on va le consulter sur différents exemples, le choix des manuels scolaires. Donc, le pouvoir varie en fonction de l'expertise requise. Bon. Le conseil d'établissement, il y a bien sûr des parents qui y siègent, mais il y a également la direction de l'école et des membres du personnel de l'école. Oui, le conseil d'établissement, il est paritaire, donc en principe, on retrouve le même nombre de parents que le nombre d'employés. À ça s'ajoute aussi pour les écoles secondaires de deuxième cycle, les élèves, 2 élèves du deuxième cycle, des membres de la communauté, mais c'est vraiment en principe paritaire, parents et membres du personnel. C'est tellement important la présence des parents sur le conseil d'établissement que si, exemple, au 30 septembre, nous n'avons pas comblé le nombre de sièges requis au niveau des parents, le conseil d'établissement n'existe pas à ce moment-là. Donc, pour nous, c'est excessivement important que les parents s'y impliquent
pour qu'on puisse avoir effectivement un conseil d'établissement dans chacune des écoles. Contrairement, s'il nous manquait un membre du personnel au 30 septembre, ça n'empêche pas à ce moment-là que le conseil d'établissement puisse fonctionner. Et vous me corrigerez, et en l'absence d'un conseil d'établissement, tout repose sur les épaules du directeur ou de la directrice de l'école? Effectivement, c'est ce que la loi prévoit, que s'il n'y avait pas de conseil d'établissement, à ce moment-là, les pouvoirs du conseil d'établissement sont exercés par la direction d'école. Bon. Qu'est-ce que c'est l'OPP? Parce que c'est une expression qu'on entend beaucoup, peut-être pour les parents qui ont des enfants d'âge scolaire. Qu'est-ce que c'est l'OPP? Donc, c'est l'organisme de participation des parents et c'est également l'Assemblée générale des parents qui se prononce sur l'opportunité d'avoir un OPP dans les écoles. Souvent, on a des OPP davantage dans les écoles primaires. Ce sont des parents qui veulent davantage s'impliquer dans la vie de l'école. Souvent, on va retrouver des parents qui veulent être bénévoles pour organiser certaines activités, mais ils pourraient aussi émettre certains avis à la commission scolaire, donner leur avis sur des sujets aux membres de conseil d'établissement. Les parents du conseil d'établissement pourraient demander l'avis aussi des parents de l'OPP. Mais c'est un travail souvent qui est davantage sur le terrain, de s'impliquer dans les activités de l'école au niveau de l'OPP. Bon. Et tantôt, vous avez dit d'entrée de jeu qu'il y a aussi les comités de parents. Le comité de parents. Le comité de parents. Le comité de parents, donc à la commission scolaire, on a le comité de parents. Donc, le comité de parents, c'est un représentant de chacune des écoles primaires, secondaires. Donc, c'est aussi à l'Assemblée générale de parents. L'Assemblée générale des parents va choisir un des parents siégeant au conseil d'établissement pour siéger au comité de parents. Donc, c'est sûr que ça demande davantage de disponibilité parce que les gens qui sont sur un conseil d'établissement, en principe, la loi exige un minimum de 5 rencontres par année, mais souvent, on va retrouver plus, je dirais, 8 rencontres, donc presque à tous les mois. Et quand on est au comité de parents, bien, ça exige une soirée supplémentaire mensuellement parce que le comité de parents se réunit aussi une fois par mois. Bon. Et le comité de parents, dans l'équation de la démocratie scolaire, il vient faire quoi? On comprend que le conseil d'établissement a certains pouvoirs ou influence les décisions de parité, évidemment, avec les membres du personnel et la direction d'école. L'OPP, c'est plus une activité bénévole de participation des parents, mais le comité de parents sur lequel siège un membre de chaque conseil d'établissement des écoles, en bout de course, avant d'arriver au conseil des commissaires, il fait quoi? Le comité de parents, souvent, c'est une instance de consultation. Donc, on a certaines obligations, nous, quand on, exemple, une politique d'admission et d'inscription des élèves ou le plan d'engagement vers la réussite qu'on aura à faire pour 2018. Donc, il y a des objets de consultation obligatoires qu'on doit amener au comité de parents. Donc, ils ont aussi d'autres rôles de favoriser la participation des parents, mais c'est vraiment un rôle consultatif. Et il ne faut pas oublier qu'en décembre dernier, parmi les parents qui siègent au conseil d'établissement, on a 4 de ces parents qui sont aussi des parents commissaires, qui siègent au conseil des commissaires au même titre que nos commissaires élus. Donc, avec, comme ce que je voulais mentionner, depuis décembre, ces commissaires parents ont également un droit de vote au conseil des commissaires, ce qui n'était pas le cas. Au même titre qu'un commissaire élu. Au même titre qu'un commissaire élu, ça, ce qui n'était pas le cas, effectivement, là, avant décembre. Bon, parce qu'on se rappellera, il y a quelques années, bon, on sait, il y a eu quelques modifications, mais l'exemple, une commission scolaire comme Haute-Rivière avait autrefois quoi? 21 commissaires? Nous avions 21 commissaires élus, 2 commissaires par an, un provenant du niveau secondaire, un provenant du niveau primaire. Et on se souvient que la présidence, elle était choisie parmi les 21 commissaires. C'est eux qui choisissaient qui assumait la présidence. Mais à la dernière élection, la présidence est au suffrage universel. Est au suffrage universel. Et il y a beaucoup moins de commissaires élus. On a 10 commissaires élus. Donc, le nombre de commissaires, il est en fonction du nombre d'électeurs dans une commission scolaire. Donc, chez nous, le nombre d'électeurs justifiait 10 commissaires. Donc, 10 commissaires élus, un président ou une présidente au suffrage universel. Et maintenant, 4 commissaires par an. 4 commissaires par an qui ont le même droit de vote que les autres. C'est ça. Un provenant des écoles primaires, un des écoles secondaires, un qui provient du comité EHDA, des élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Et nous, en fonction du nombre de commissaires, ça nous donne droit à un 4e commissaire par an qui peut venir de l'un ou l'autre de ces secteurs-là. Ce que je voudrais mentionner aussi au niveau des assemblées générales de parents, parce que les gens qui vont y assister dans les prochains jours,
Il y a une nouveauté aussi que le projet de loi 105 a amené, c'est la possibilité de faire l'élection de substituts au comité de parents, parce qu'effectivement, ça demande certaines disponibilités, mais pour s'assurer d'avoir le quorum aux séances de conseil d'établissement, parce qu'un conseil d'établissement, on exige ce qu'on appelle un double quorum, donc ce qui fait qu'on doit avoir la majorité des membres, et parmi cette majorité des membres, on doit avoir au moins la moitié des parents qui y soient. Donc, pour favoriser effectivement qu'on ait toujours quorum aux rencontres du conseil d'établissement, les gens pourront faire l'élection de substituts pour un nombre maximal de parents déjà élus. Donc, si j'ai 5 parents sur un conseil d'établissement, je pourrais avoir 5 substituts, mais je pourrais en avoir 2 également. Donc, ça me donne la possibilité d'avoir des substituts. C'est important pour moi, la notion de substitut, ce n'est pas d'être un parent en rotation. Parce que le principe de base, c'est qu'on souhaite avoir une continuité, une constance dans les discussions qui se passent. Alors, c'est vraiment, parce que des fois, on pourrait être tenté peut-être de se partager la tâche, ce n'est pas l'esprit de la loi pour les substituts. Donc, en résumé, puis je reviens un peu à ce que je disais en début d'entrevue, pourquoi est-il important que les parents puissent s'impliquer dans la démocratie scolaire via les différentes instances qu'on a expliquées? Je ne sais pas si vous avez en tête un exemple ou des exemples où vous vous dites, oui, voilà un exemple où il y a des parents qui se sont mobilisés, qui ont orienté ou influencé une décision et ultimement, ça a fait une différence dans la balance. Vous le voyez peut-être, vous, au quotidien, dans les décisions qui sont acceptées au Conseil des commissaires, mais en quoi les parents sont-ils importants dans l'équation de cette implication et des décisions qui sont prises ultimement? Bien, de donner leur avis, effectivement, je parlais tantôt d'un projet éducatif et de l'école, donc de donner ses couleurs. C'est quoi en fonction, exemple, de nous, là, notre clientèle à l'école, je vais prendre un exemple, l'école du Pélican, c'est qui notre clientèle et c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour favoriser la réussite des élèves? Et là, découle une multitude de décisions, que ça va aux sorties éducatives, ça va au code de vie dans l'école, comme je parlais, consulter sur le choix des manuels scolaires, et on essaie d'orienter toutes les décisions qu'on prend à la base pour atteindre les objectifs qu'on s'est identifiés dans un projet éducatif. Alors, je pense que comme parent, dans un budget, exemple, oui, effectivement, le budget de l'école, c'est majoritairement des salaires, mais il y a aussi des marges où on peut investir différemment en fonction des besoins des élèves, et les parents ont leur mot à dire à cet égard-là. Mario Champagne, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, au retour, le Babillard quotidien. La coopérative d'artistes Artaud présente les œuvres de Mireille Moller pour tout l'automne dans la salle du Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, allez faire un tour, ça vaut la peine. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a fait la captation. Et là, c'est un peu particulier parce qu'on est en situation de campagne électorale. Donc, il reste encore quelques conseils. Après ça, il y aura une pause, la pause de la campagne électorale pour reprendre à la mi-novembre après la sermentation du nouveau conseil. Le Télébingo, il y a des changements cette année. La carte pleine est majorée à 2 500 $. Donc, au total, il y a désormais 4 000 $ en prix, mais il y a toujours 30 dépositaires pour acheter vos livrets et pour avoir la liste, allez sur le site Internet de la télé. Entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.